Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Bien, donc c'était Alpha Condé, allez-y Mafoudia Bangoua. Alors quand même, on a un invité sur le plateau qui a répondu à tout sauf à la question posée. Et il a dit, il a fait passer le message qu'il voulait faire passer. Et dedans, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses que nous, Guinéens, lorsque nous écoutons à l'interne, on se dit, ah bon, mais comment est-ce possible? Par exemple, quand il parle de la politique agricole, il y a même une partie qui n'est pas là où il disait que, bien naturellement, que le développement d'une nation ne peut pas reposer que sur les mines. Les journalistes ont voulu s'accentuer sur les mines. Ouais, il a dit qu'il y a l'agriculture qui compte évidemment, mais sur le terrain, nous voyons aujourd'hui que l'accent est plus mis sur les mines et autre chose que sur l'agriculture qui devrait normalement permettre aux citoyens à la base de s'en sortir. C'est un véritable problème. C'est un président qui est resté choqué, qui n'a pas voulu répondre aux vraies questions. On le comprend parce que dès le départ, moi je le dis, on ne peut pas quand même inviter un président de la République pour parler des 60 ans d'indépendance et commencer par le 28 septembre 2009. C'est assez compliqué. Alors là, je comprends parfaitement la réaction du président de la République. Maintenant, mon problème... Non, c'est clair, Lamine. On ne peut pas parler des 60 ans d'indépendance, avoir un président de la République sur plateau et commencer par le 28 septembre 2009. C'est inadmissible. On n'avait qu'à commencer dès le départ, on aurait suivi le débat. Ils ont fauché et le président, il est resté autre. Quand même, on aurait voulu que le président soit plus serein, plus lucide, parce que quand même la communication d'un président de la République, parce que ce qui s'est passé hier a frôlé même le ridicule. Un président ne peut pas se prononcer de la sorte comme si on se demande même si c'était préparé. C'est pourquoi la question que je voulais poser tout à l'heure au ministre Kiridi Bangoura, c'est de savoir est-ce que le président était au courant du plan d'interview, parce qu'en tant que journaliste, on le sait, lorsqu'on doit avoir un président comme ça, il y a un plan d'interview qu'on lui propose. Mais est-ce que ça a été proposé? Parce que si tel est le cas, le président avait à réagir en amont, mais pas directement sur le plateau et s'exposer de la sorte. Donc comment est-ce que l'organisation a été faite? C'est un véritable problème. Maintenant, sur les informations données, sur le chômage, le président est passé à la côté. Le président est passé à côté. Sur l'agriculture, le président est passé à côté. Il s'est contenté de dire ce que lui, il pense, mais pas ce que vivent les Guinéens. Et ça, c'est un problème quand un président, il va même dire qu'il ne répond pas aux journalistes sur son bilan, alors que ça même, c'est pas un problème. Il dit qu'il va répondre aux Guinéens, les Guinéens qui sont à 70% analphabètes. Il dit qu'il est fier. Finalement, qui a préparé? C'est Rachid, me dit-on, Rachid Ndiaye qui a préparé. Alors, que le ministre nous réponde réellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir une interview si catastrophique? Donc, vous savez, quand on est... peut-être que vous dites que je suis le numéro 10, mais il n'y a que des numéros 10 ici autour de moi. Et un grand coach qui sait... Je vais vous dire deux vérités. Moi, j'assume. Et elle a dit quelque chose qui est fondamental. Nous avons 60 ans. Pour nous qui n'avons pas vécu le 28 septembre 58, c'est une grande émotion déjà. Imaginez maintenant quelqu'un qui appartient à la génération des gens qui étaient étudiants à Paris, qui étaient français. Mais comment on peut expliquer? Écoutez-moi, qui étaient français à l'époque, il ne faut pas oublier, et qui ont voté le non en étant étudiants d'origine guinéenne à Paris. Et vous venez voir ce monsieur, il sait, comme je dis, toutes les transactions ultérieures, comme on dit en psychosociologie, qui entre français et guinéens sur ce thème-là. Les grandes gueules. Par montrer, c'est comme si tu venais à l'anniversaire de quelqu'un, au lieu de lui parler, excusez-moi, de sa mine de ses 50 ans, tu lui dis, mais vraiment, moi je me souviens quand tu étais malade, je me souviens quand tu marchais à pied. Pas pour autant. Non, je comprends, je voulais aller dans... L'exercice qu'on fait ici devrait être enseigné dans les écoles de journalisme et de communication. Pourquoi? Parce que le décryptage permet de savoir qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire en communication. Et les torts sont partagés. Nous, cabinet présidentiel, j'assume, on a un tort.
on aurait dû savoir ce que ces journalistes voulaient, préparer l'interview avec eux, mettre avec eux des journalistes guinéens de même valeur. Est-ce que vous étiez on était au courant? Mais non. On était au courant. Non, j'assume. Vous n'étiez pas au courant. Honnêtement parlant, parce qu'on sait qu'à côté du président, il y a Kiridi, il y a Rachid Ndiaye, entre autres, Abara Somparé, le ministre de la Tibou Camara. Mais attendez. À la décharge de Tibou, il n'était pas là. J'assume. Tibou, il n'était pas là. J'assume. Même à distance, les mecs sont faits pour ça. J'assume. Je suis le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Je ne peux pas ne pas assumer ça. J'assume. Et sincèrement, mea culpa. Sincèrement. Bien. Parce que de mon c'est sincère. Non, c'est entre nous. Parce que le président n'est pas un objet individuel, c'est une institution républicaine. Nous qui sommes censés l'assister, on aurait dû veiller à cela. Deuxièmement, on sait tous le contentieux psychologique qu'on a, nous qui avons grandi là-bas. On sait que quand tu dis je suis guinéen, la première chose que le français te dit, c'est vous qui avez dit non en 58. Ça n'empêche pas que le président a de fortes et grandes amitiés en France. La France nous honore tellement pour ses 60 ans qu'elle envoie le numéro 2 du gouvernement français, le ministre d'État Gérard Collomb. C'est lui qui viendra représenter la République française avec une forte délégation de parlementaires et de sénateurs. Pour dire que le dialogue entre nous et la France dépasse aujourd'hui le complexe de 58. Mais il n'empêche que de temps en temps, ça revient. On veut nous faire regretter ce nom. Ce nom est notre acte de naissance à l'universelle liberté. C'est ce qui nous a permis d'exister aux yeux du monde. Nous ne le regretterons jamais. Et quand le chef d'État dit, voilà le contexte dans lequel ça s'est passé, tenez compte aussi de ce contexte-là. On ne nous a pas facilité la tâche. Sincèrement, on doit à la justice de dire cela. Je vais finir avec ça. Qu'est-ce qui a fâché le président finalement à la fin du compte? Honnêtement. C'est de réduire la Guinée au 28 juste septembre. ça. Alors que, à juste le 28 septembre 2009, alors que la Guinée du 28 septembre 58, excusez-moi, a accueilli Mandela ici. Nous sommes allés en France étudier sans bourse guinéenne. Par l'effort de nos familles. On a trouvé les Sud-Africains avec les bourses guinéennes. Les grandes gueules. Vous savez, quand on parle de la Guinée parfois, on se décote nous-mêmes. Quand la Guinée-Bissau a eu l'indépendance en 75, en 74, ceux de ma génération savent qu'on a eu des problèmes de riz à Conakry. Parce que le président Sékou Touré a fait déporter le bateau qui devait amener le riz à Conakry à Bissau. On sait que les chaussures qui devaient venir à Bata ont été envoyées à Bissau. Une nation qui a fait tout ça, qui a soutenu la lutte d'indépendance de l'Algérie. L'un des ministres des Affaires étrangères de la Guinée, Aboulaye Touré, avait pour mission d'accompagner les armées et traverser le désert algérien pour soutenir le FLN. Est-ce qu'on peut réduire l'histoire d'une telle nation à seulement un événement comme ça, qu'on soit de l'opposition ou pas? Je vous le dis, je disais hier aux jeunes journalistes de Fouti Lafidi là, je leur disais, vous savez, quand on pense à Keita Fodeba, quand on pense à Bari Diawandou, c'est parce qu'on personnalise l'histoire qu'on a des problèmes. Je vous dis une vérité. Sékou Touré, en 58, c'est celui qui a tiré le pénalty pour nous. Mais il n'était pas seul sur le terrain. Peut-être qu'il était le numéro 10 ce jour-là, mais Sefula Diallo était là. Et il était un bon arrière central. Keita Fodeba était là. Mafori Bangoura était là. Diawandou Bari, qui avait son propre parti, a renoncé à l'autonomie de son parti, a soutenu le projet d'indépendance. Vous savez pourquoi la Guinée est devenue indépendante? Parce que les partis sur lesquels la colonisation aurait pu s'appuyer pour nous empêcher d'aller à l'indépendance ont décidé de rejoindre la majorité de leur nation. Que ce soit le Parti socialiste de Guinée, de Bari 3, et le parti, le bloc africain de Guinée, le BAG, de Bari Diawandou. Ils ont décidé ensemble d'aller à l'indépendance. Au Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Senghor était pour l'indépendance, parce qu'il était socialiste. Et Mamadou Dia était pour l'indépendance. On leur a fait peur. Ils ont quitté, n'ont pas reçu De Gaulle à Dakar. C'est Valvalo Ndiaye, qui était l'équivalent d'un ministre de l'Intérieur, qui était le directeur général des services de l'Intérieur du gouvernement de semi-autonomie. C'est lui qui a reçu De Gaulle à la place de l'indépendance. Le Sénégal n'a pas osé demander. Le Niger avait prévu d'aller à l'indépendance. Mais comme il n'y a pas eu unité entre les politiciens nigériens, ils n'ont pas pu aller à l'indépendance. Le Bénin voulait aller à l'indépendance. Ils n'ont pas eu l'unité, ils n'ont pas eu. Ce que le président veut dire, c'est que quand vous pensez à la force morale et politique de Diawandou Bari, de Ibrahima Bari 3, pour rejoindre Sefula Diallo, et lui, Lansana Beavogi, Mafoli Bangoura et Sékou Touré, il faut quand même prendre le temps de commémorer ça et que nos enfants sachent que dans cette nation-là, j'insiste, il y a un qui a tiré le pénalty, mais il y avait une grande équipe. Parce que Sékou Touré, que tu le veuilles ou pas, il a été celui qui, le destin, a mis dans cette position-là d'assurer l'histoire pour nous. Il l'a fait et le reconnaître n'enlève en rien au reste des reproches qu'on peut faire à l'évolution du régime et du pays. Je voulais finir sur un seul point. Excusez-moi, qui pour moi est important dans la déclaration de Mafoudia Bangoura. Très sincèrement,
c'est vrai que je dis qu'on se sent coupable parce que cette fête-là, c'est votre fête. Oui, bien sûr. Je vous ai amené d'ailleurs des pagnes, mais je ne voulais pas vous le dire avant pour ne pas que vous soyez impressionnés. Je vous ai amené des pagnes pour tout le des grandes gueules. Parce que Madame Hero elle est déjà nique. Elle a déjà réglé son problème. Donc elle n'aura pas. Et très sincèrement... C'est notre maman ici. Ah bon, celle qui va partager alors. Voilà, c'est ça. Très sincèrement, c'est comme si vous avez une fête de famille. Excusez-moi, il y a un invité qui vient. Des grandes gueules. Vous êtes en train de fêter l'anniversaire du grand-père. Il vient et vous gâte votre affaire. On est un peu dans ce sentiment-là. Et je suis d'accord avec vous. Ça a fait que le président est rentré dans une colère de Guinéens. Cette colère de Guinéens qui a fait que... Excusez-moi. Non. Je ne peux pas accepter que monsieur le ministre dise qu'il est entré dans une colère de Guinéens. C'est pas tous les Guinéens qui s'emportent. Vous, à la place de monsieur le président sur le plateau, en tant que communicant, je sais que vous ne vous serez pas laissé emporter. Vous savez, Seyfoulaye Diallo, j'ai des petits privilèges parce que je suis plus âgé que vous. Un de ces petits privilèges, je vais demander aux enfants de Seyfoulaye Diallo, à Zénab, à Nemnem, à Franco, tous, à Kibongé. Moi, j'étais le petit ami de Seyfoulaye Diallo. Il m'adorait. Je lui ai demandé, mais tonton, j'ai vu votre photo en 58 là, vous avez l'air crispé. Il dit, hey, mon fils. Il dit, déjà écrit ce discours-là, les deux discours-là, mon discours et celui de Sékou Touré, ça a été toute une bataille. Seyfoulaye Diallo a supervisé la rédaction. Il me dit, on a écrit les deux discours pour que l'un commence, l'autre finisse. Et on était sûr que De Gaulle allait lire le discours avant de venir. On a pris ce risque-là parce qu'on avait l'âge qu'on avait et on croyait en notre pays. On ne peut pas réduire tout ça au 28 septembre 2009 qui reste à être instruit, jugé et les coupables condamnés. Le président n'a jamais renié cet engagement. Voilà, monsieur Kiridi Bangoura, notre invité ce matin chez les GG. Alors, il s'agit d'un très beau cours d'histoire, c'est très bien. Mais à la fin, moi j'ai envie de dire, comment voyez-vous votre rôle, vous gouvernants et autres, dans la perpétuation de cette histoire? Parce que on la rejette, il y en a qui rejettent cette histoire, parce qu'il y a des blessures autour, mais il y a d'autres qui ne s'y associent pas simplement parce qu'on ne la connaît pas. Le 28 septembre, le défilé dernier, voyez ce qui est en gros caractère le président Alpha Condé. Pendant ce temps, on aimerait quand même avoir l'effigie d'un Sékou Touré et de tous les autres. La redite de cette histoire-là, qu'est-ce que vous en faites? Et aller porter la correction à la commission d'organisation. Il a exigé les photos de tous les compagnons de l'indépendance et de tous les leaders qui sont battus pour l'émancipation de l'Afrique. En fait, j'ai envie de dire... Il a réagi exactement comme vous. Mais en même temps... Quand je dis qu'il a réagi en Guinée, il a réagi comme vous, Tamba. Il a dit non, c'est la fête de ceux qui sont battus, on doit les commémorer. Ressortez-moi les photos d'Oliver Tambo. Pour monsieur le ministre, un président de la République n'est pas un citoyen ordinaire. Vous ne pouvez pas dire, c'est pas un citoyen ordinaire. Il est à la tête du peuple de Guinée. Ce que je voudrais vous dire, c'est pas un citoyen comme moi. C'est pas un citoyen comme moi. Vous permettez que je pose ma question? Non, mais il n'y a pas de citoyen ordinaire. Moi, je peux me permettre de m'emporter quelquefois, mais le président, il parle à la tête, il parle au nom du peuple de Guinée. Ce que je voudrais dire, est-ce que le président ne pouvait pas, même si un journaliste pose la question qu'il veut, mais la personne qui répond peut réorienter la question et donner la réponse qu'il faut. Par exemple, à supposer que le journaliste pose la question et commence par le 28 septembre 2009. À supposer que le journaliste commence par le 28 septembre 2009. Le président, est-ce que finalement, ce n'est pas une question de tempérament? Une question de tempérament parce que nous avons été à une école où on donne des cours d'art oratoire. On nous a fait passer des discours de feu Sékou Touré et des discours de l'actuel président. Est-ce que c'est pas une question de tempérament? Quel que soit le travail que vous êtes autour, que vous allez faire, la personne qui rend le message, est-ce que c'est pas là le problème? Moussa Hero, tu as donné une leçon de communication que je note. Des grandes gueules. C'est pas le temps. Tu as dit qu'on peut... Non, qu'on peut réorienter la question. Et franchement, je vais appliquer ça. Tu as raison. Mais, tu sais, le français est délicat et évitons les jugements de valeur. Tout ce qui est lié au caractère des uns et des autres est de l'ordre du jugement de valeur. C'est ce qu'on croit. On peut dire aussi que c'est parce qu'il a le tempérament qu'il est président. On peut dire aussi que c'est parce qu'il a le tempérament qu'il n'est pas peut-être président de la France. Il faut éviter ça. Là où je prends sincèrement vos remarques pour des contributions citoyennes, j'insiste. Des grandes gueules. Il n'y a pas de citoyen ordinaire. Tout le débat de 1781, c'était pour éviter qu'un homme soit ordinaire. Un homme est un citoyen de plein droit.
Et sincèrement, ce que je retiens de cela, de cet exercice, c'est que quand nous fêtons en famille, quels que soient les invités que nous invitons, essayons qu'à chaque étape, on se concerte pour savoir qu'est-ce qu'on veut donner comme couleur à la fête. Toutes les propositions que vous faites ici, sincèrement, la commission, peut-être si elle avait été plus ouverte à la presse, à d'autres, c'est un journaliste de la presse privée qui aurait participé à la préparation de cela. C'est des choses que nous apprenons. Nous avons cette modestie, cette humilité. Les grandes gueules. Tout ne marche pas 100%. Quand ça nous arrive, on apprend et l'expérience qui viendra après, on en tiendra compte. Bien, allez-y, Fifi. Vous parlez tantôt d'un invité, si vous voulez, qui se positionne en rabat-joie par rapport à notre fête qui vient nous gâcher notre fête. Est-ce que vous direz la même chose de cet ouvrage qui a fait polémique également, Mémoire collective, qui est aussi une production, on va dire, pratiquement de l'étranger, donc de l'ancienne puissance colonisatrice. Est-ce que vous pensez que cet ouvrage aussi est comme un cheveu dans la soupe? Vous savez, encore une fois, ce que j'aime dans ce que vraiment, tu m'excuses, hein, la voix est vive, mais tu as toujours autant mon admiration et mon respect. Et excuse-moi d'avoir élevé le ton. Et ce que j'aime dans l'exercice que nous sommes en train de faire ici, c'est quand on est soumis à la correction de certains d'entre nous ici ont enseigné, corrige les copies. Quand tu corriges quelqu'un sans lui, tu lui apprends rien. Ce qui est important, c'est que celui qui est remédié puisse bénéficier de la leçon. Sincèrement, très sincèrement, on a mal fait, peut-être, de croire que c'est aux autres de décrypter notre réalité. Moi, je crois, en âme et conscience, que le dialogue... On a fait tellement de demandes, le président. Oui, écoutez-moi. Oui. Ce document du FIDH, qui est en Guinée qui n'est pas sensible aux crimes qui ont été commis par l'État guinéen de 58 à nos jours? Personne. Le chef d'État actuel, le professeur Alpha Condé, dit qu'il assume, au nom de l'État guinéen, c'est le premier chef d'État guinéen qui l'a dit, tous les crimes politiques qui ont été commis dans ce pays de 58 à 2009. Il a été clair là-dessus. Ce qui est dommage dans ce livre, c'est que ça vient presque phagocyter notre anniversaire. Au lieu que ça soit l'un des thèmes de l'anniversaire, c'est devenu le seul débat en utilisant, c'est vrai, la puissance de ceux qui ont édité cet ouvrage, la légitimité de l'organisme qui est derrière la FIDH. Sincèrement, on aurait pu être plus global et faire quelque chose qui tienne compte de cet aspect-là et des autres aspects. C'est pour ça que j'ai insisté. Je veux dire à nos fils et filles qui nous écoutent qu'ils sont une nation qui a cotisé chaque année des millions de dollars pour que l'Afrique du Sud soit indépendante. Qu'ils sont une nation qui a pris ses propres ressources financières pour aider l'Angola à envoyer ses premiers étudiants en Union soviétique. Ils sont une nation où les bateaux russes et cubains garés ici pour aller appuyer le MPLA. Ils sont une nation où 5000 Guinéens ont participé à l'indépendance de la Guinée-Bissau, dirigée par le général Conté. Ils sont une nation. Ils sont une nation. Et c'est le jour, et c'est le moment de le dire. Et là où vous avez raison, c'est que c'est dans notre système éducatif qu'on doit définitivement régler le problème. Vous pensez que on doit enseigner la nation de façon équilibrée, qu'on n'attende pas seulement des grands événements comme ça pour en parler. Vous pensez que le fait que le livre Mémoire collective, donc du FIDH et en partenariat avec RFI, ne mette pas suffisamment l'accent sur ces faits, ces hauts faits d'armes de notre pays, de notre jeune nation, vous pensez que c'est là et vient un tout petit peu travestir l'histoire, le fait de mettre l'accent plutôt sur les violences politiques. Les grandes gueules. C'est la façon dont vous rendez compte d'un événement sans situer le contexte et en reconnaître les résonances contraires vous permet d'orienter définitivement la mémoire collective. Le livre s'intitule Mémoire collective. La mémoire collective guinéenne, c'est ça seulement? Non. J'aurais aimé qu'en avant-propos, on dise voilà une belle aventure humaine. Ce pays a été ça, a réalisé ça et ça. Mais il y a eu aussi ça, et nous on a décidé pour cette fois-ci de nous consacrer qu'à ça parce que nous sommes spécialisés dans ça. Cette modestie-là nous aurait permis peut-être de consommer autrement cet ouvrage. Mais je dis bien, il y a une fête de famille. Il y a un moment clé de l'histoire d'une communauté humaine constituée en nation par la force de l'histoire. On ne peut pas, aucun de nous ne peut être content qu'on ne nous présente que cette image-là de la Guinée. Quand je dis que le président a réagi en Guinéen, en citoyen guinéen, il a réagi en disant mais comment
on peut commencer ça par ça. Mais vous qui êtes des techniciens de la communication, vous venez de me dire, d'accord, il aurait pu encaisser cette question et débattre autrement. Je prends note. Alors, c'est à l'occasion de ces festivités qu'on entend pas mal de Guinéens sur l'histoire de notre nation. Mais quand même, ce qui nous reste, ce qui doit nous maintenir collés à notre histoire, notamment la jeunesse, c'est le travail des historiens. Aujourd'hui, on parle de cet ouvrage mémoire collective. Normalement, ce travail revient aux Guinéens. Pas à n'importe quel Guinéen, mais des Guinéens qui acceptent de travailler objectivement. Donc, des historiens. Le jour même, je crois, le 28 septembre, j'ai écouté Dr Gilbert Ifono à la télé, qui était l'invité, qui a dit qu'en 1994, ils ont entamé des travaux pour regrouper des archives et écrire sur l'histoire de la Guinée. Mais que pour des raisons de financement, ils ont abandonné. Et de là, jusqu'à nos jours, qu'est-ce qui est fait par l'État pour aujourd'hui regrouper nos archives, permettre aux Guinéens, aux jeunes de savoir ce qui s'est réellement passé en laissant de côté toute considération. Le chef de l'État que vous défendez aujourd'hui dans ce studio, qu'est-ce qu'il a fait dans ce sens depuis qu'il est là? Je vais vous faire rire. Ali Gilbert Ifono est un collègue et j'étais membre de la fameuse commission de 94. J'étais le plus jeune. Et quand on est arrivé aux affaires, le président a interrogé la même préoccupation. Il faut une histoire générale de la Guinée. C'est-à-dire qu'il faut un livre de référence où on prend la Guinée de ses origines à aujourd'hui, quitte à faire plusieurs tomes, comme un peu l'histoire générale de l'Afrique faite par l'UNESCO. Il est sous ce modèle-là. Il a voulu qu'on mette en place une commission nationale de rédaction de l'histoire générale de la Guinée. Mais je vais vous faire rire, la relation entre l'histoire et la mémoire est terrible. L'histoire, c'est vrai, c'est la science des faits qui sont produits dans le passé. Mais la mémoire, c'est parfois subjectivement ce qu'on en fait. Et à titre individuel, et à titre collectif. Et ce qui se passe en Guinée, c'est que la mémoire catégorielle et individuelle a pris le pas sur l'histoire. Donc même nos historiens, malheureusement, sont dans des postures de mémoire plus que d'histoire. C'est pour cela que la réconciliation nationale, je suis d'accord avec vous, est un passage obligé pour que nous retrouvons le fil de notre histoire, pour que nous nous mettons d'accord sur les faits, leur logique, leur contexte, et que nous avançons ensemble. Mais nous nous battons dans l'histoire comme s'il s'agissait d'une mémoire personnelle ou d'une mémoire catégorielle, alors que ça doit être une mémoire collective partagée. Bien, on va essayer d'évoluer avec d'autres sujets parce qu'on n'a que 10 minutes. Allez-y, Madame Hiro. Non, mais bon, je voulais juste, avant qu'on avance sur la crise à la Cour constitutionnelle, par exemple, il y a 1 année ou 2 ans, on parlait des fosses communes du premier régime qui ont été retrouvées quelque part vers Nongo. Monsieur le ministre, si vous vous souvenez, il était prévu qu'on officialise cela, qu'on présente ça aux enfants des victimes et qu'il y ait quelque part même des stèles par rapport à cela. Est-ce que le problème de la Guinée, le fait que les enfants ne réussissent pas aujourd'hui à assimiler l'histoire de la Guinée, c'est le fait que les autorités elles-mêmes ne réussissent pas à mettre cela en avant? C'est pas une priorité, on a l'impression. Oui, je vais être très prudent. Vérifiez le mot dans le dictionnaire, mais je crois que ça s'appelle polation. La polation, c'est l'idolâtrie des lieux. Les grandes gueules. Mais sans tomber dans la polation, il est important, une fois qu'on est réconcilié, qu'on montre les lieux de nos faits partagés. Qu'on dise, c'est ici que ça s'est produit. Voilà ceux qui ont été victimes. Voilà comment on a pardonné. Voilà comment on a partagé leur douleur. C'est important, vous avez raison. On ne peut pas avoir l'histoire en l'air ou la mémoire en l'air. Elle a besoin de lieux sans tomber dans la polation, sans tomber dans l'idolâtrie des lieux pour les lieux. Mais il est important qu'on puisse montrer les endroits où les événements se sont produits, qu'on puisse les consacrer, que quelqu'un qui ne connaît pas la Guinée, quand il vient, on puisse lui dire, voilà là où ça s'est passé. Mais tous les Guinéens ont lavé leur linge sale, ils ont tous condamné ce qui s'est passé, ils ne reprendront plus jamais cela. C'est important dans leur proposition justement des 2 sages, l'archevêque et l'imam ratib de la ville de Conakry, il est proposé que, entre autres mesures de réparation, qui est l'érection de ces lieux-là. Les grandes gueules. Et sincèrement, ces lieux-là sont divers sur le territoire. Il y a Kindia plusieurs fois. Tout 71, il y a eu Kindia. 84-85, il y a eu Kindia. Kindia, c'est plusieurs fois. Il y a le camp Al-Faya où il y a des endroits, paraît-il. Mais tout cela, il faut partager la mémoire pour ne pas qu'elle devienne conflictuelle, qu'elle devienne concurrentielle négativement. Bien, plusieurs questions à la fois parce qu'on arrive pratiquement au thème de cette interview. Le contexte aussi, c'est important de s'y intéresser, le contexte dans lequel auront lieu ces célébrations de ces 60 ans d'indépendance. C'est demain. D'abord un mot sur le niveau des préparatifs et comment vous, qui êtes du cabinet du chef de l'État, vous avez invité une bonne dizaine de chefs d'État, a-t-on appris, une quinzaine, j'ai appris. Comment vous allez gérer tout cela, la logistique? Est-ce que tout est calé au millimètre près? Parce qu'il y a des chefs d'État comme Sassou qui
qui, on le sait, se déplacent par exemple avec une cinquantaine de précurseurs et tout ça. C'est assez compliqué à gérer. Est-ce que tout est prêt à ce niveau? Le défilé militaire, comment ça va se passer? Mais le contexte dont je parlais, c'est la crise avec le SLEG. C'est aussi, on va occulter l'autre question, la crise à la Cour constitutionnelle, mais il y a aussi l'installation des exécutifs communaux. Il y a le cas de Kindia. D'accord. C'est le jeudi 5 octobre. Vos militants du côté de Kindia refusent donc d'entériner l'accord que vous avez signé avec l'UFDG. Comment vous appréhendez tout ce contexte assez agité? Je vais commencer par les préparatifs. Justement, la Guinée a décollé, sinon on n'aurait pas pu accueillir 10 chefs d'État, 15 délégations étrangères. Justement, la Guinée a décollé. Sinon on n'aurait pas pu accueillir tout ce monde-là. Parce qu'il y a les hôtels. Non. Parce qu'il y a les hôtels. Je ne dis pas, je dis on a décollé parce que sinon on n'aurait pas pu faire ça. Il y a quelques années, on n'aurait pas pu accueillir et faire dormir 10 chefs d'État dans notre capitale. C'est une fierté de l'avoir fait, sincèrement. Je parle de ce que je... Les grandes gueules. Écoutez-moi, le peuple ne le ressent pas. Vous n'êtes pas le peuple. Le peuple a voté, il a voté pour quelqu'un. C'est une partie du peuple. Vous n'êtes pas une partie du peuple. Vous êtes un élément du peuple. Je fais partie du peuple. Voilà, vous faites partie du peuple comme moi, comme le président, comme les députés et comme tout le monde. Mais il faut qu'on arrête de capturer de façon frauduleuse la souveraineté du peuple. Nous tous, on veut parler au nom du peuple. Il ne nous a pas donné mandat. Il faut laisser les dévolutions de souveraineté se faire normalement. Sinon, on tombe dans la chienlit, la démagogie. Je parle au nom du peuple souverain de Guinée. Le peuple souverain de Guinée a des institutions, a voté pour des élus, comme ceux de Kindia, comme ceux d'ailleurs. Il faut qu'on respecte les institutions. Le premier respect des institutions, c'est que c'est l'émanation de la volonté du peuple qui s'exprime à travers l'adoption d'une constitution et la mise en place du président de la République et des députés. Je voulais revenir donc sur la question de ces préparatifs. Ces préparatifs, sincèrement, débordent tout le monde parce qu'on découvre que c'est la fête de tous les Guinéens. J'étais à Matoto, PA, là où les jeunes de Fouti, la Fidila se retrouvent. J'ai trouvé les jeunes Guinéens à qui personne n'a rien demandé porter fièrement des t-shirts de l'an 60 et s'approprier cette fête. J'étais très ému parce que que personne n'a besoin que quelqu'un l'invite. Les gens savent que c'est leur fête. Donc je souhaite simplement qu'on accueille les étrangers comme dans notre tradition, bien, qu'on les laisse repartir bien et qu'on revienne à nos querelles de famille après. C'est extrêmement important dans une société civilisée de marquer les moments et les temps. On reçoit des invités, on est fâché avec ma soeur Yero. Hein? Et on n'est jamais fâché. Hein? Non, toi et moi, on n'est jamais fâchés. On n'est jamais fâchés. Parce qu'on a fait la brousse ensemble. Ah oui, en fait, tu as fait la brousse après moi. Hein? Oui, on a fait pratiquement le même cheminement, même si mes questions dérangent parfois. Ah non. Madame, on n'a pas fait le même cheminement. Tu as travaillé à Aide Action. Et vous étiez là. Non, j'étais pas là-bas. J'étais le patron d'Aide Action. Et celui qui l'a. Non, et celui qui l'a africanisé. Non, j'étais le patron. C'est important d'accepter ça aussi. Être patron veut dire qu'on a été là. Merci, madame. Non, tu sais. Non, être patron d'une entité veut dire qu'on a été là, au sein de l'entité. Tu as raison. Je te recrute comme conseiller spécial chargé de ma communication. Parce qu'elle est imbattable. Mais sincèrement, pour revenir à ces crises-là sous le SLEG, je veux juste ici rappeler les faits. Monsieur le Premier ministre maintient l'instruction donnée aux membres du gouvernement d'aller à la négociation, au dialogue avec les forces syndicales. C'est une ligne intangible de la politique nationale. Le dialogue social est une ligne intangible. Le Premier ministre l'a confirmé, a donné des instructions aux ministres concernés d'aller au dialogue avec les forces syndicales. Là-dessus, c'est la position du gouvernement. Oui, la position du gouvernement, sauf que du côté de SLEG... Sauf que du côté du SLEG, justement, si rien n'est fait d'ici à demain minuit, ils maintiennent leur mot d'ordre de grève. Encore une fois, au moment où on parle, les démarches sont en cours pour que les deux parties se rencontrent et trouvent une solution d'installation et de maintien du dialogue jusqu'à ce que nous aboutissons à des conclusions acceptées par les deux parties. Sur la question d'installation des communes, très sincèrement, les élus communaux sont là. Les partis politiques ont été amenés, vu les difficultés liées à l'organisation des élections, à passer des accords. Et de notre côté, moi je parle en tant que membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel, nous respecterons et nous ferons respecter nos engagements que nous avons pris et avec l'UFR. Même au gré de la force? Non, pas la force, jamais. Comment vous allez convaincre votre base de Kindia d'accepter que le RPG ne présente pas des candidats à Kindia contre le candidat potentiel de l'UFDG qui est le maire sortable de l'État? Si je vous le dis maintenant, je vais saboter peut-être l'efficacité requise pour cela. Je voulais simplement faire une réflexion.
Parfois, il ne faut pas se poser la question pourquoi on me refuse ça. Il faut se poser la question comment je me comporte. Je souhaite à nous tous, quelle que soit notre force, quelle que soit notre légitimité, de respecter l'autre. L'autre dans toute sa diversité, dans tous ses mérites, dans toutes ses légitimités. Si cela est fait, Kindia dont on parle aujourd'hui est l'un des lieux les plus cosmopolites. Mais quand tu dis aux gens de l'Abbé que l'Abbé est cosmopolite à leur détriment, ce n'est plus du cosmopolitisme. Tu es obligé de respecter la tradition des gens. Tu deviens leur mère, leur fils, comme leur fils autochtone. Comme celui dont tous les ancêtres sont là, si tu les respectes, ils te donnent la même considération. Vous avez été tout de même choqué par les propos, les déclarations de Kuntigi et la Segouna et de l'imam de Kindia quand même. Dans le petit job qui est le mien, elle a été sur le terrain, elle sait que parfois quand tu dois faire un diagnostic participatif, ce qui t'intéresse, c'est que les idées soient ensemble et que les gens regardent dans le même sens. C'est cet effort que je suis en train de faire, que nous sommes tous en train de faire pour le moment, pour que ça se passe bien partout dans les 342 communes, comme à Kindia. Et sur la question, la dernière question c'était... Non mais c'est sur les sorties, les déclarations de Segouna et de l'imam, tout de même dans le cadre de Kindia. Ce qui doit être fait pour ramener le calme et aboutir à un discours citoyen et républicain a été fait et encore en train d'être fait. Mais vous condamnez ces déclarations? Encore une fois, je condamne ces déclarations si je ne tiens pas compte du contexte, mais je demande aux autres de les respecter. Bien. Quand vous traitez, excusez-moi d'être très clair, quand vous traitez celui qui est censé être le sage de l'autre village de tout ce que vous voulez, comment voulez-vous que ce sage-là ne se rebiffe pas? Bien. Et si vous venez le même sage, comme ta famille a dit que c'est toi leur sage, je viens vers toi, j'ai besoin de ça, je suis ça, il va tenir compte ou pas? Mais s'il a été, le respect est mutuel. S'il a été traité de ceci ou de cela, c'est après cette déclaration qui n'ont pas contribué à l'apaisement. Vous savez, je suis partisan. Vous connaissez ma franchise sur ces questions-là et je n'ai de leçons à recevoir de personne sur les questions ethniques en Guinée. Parce que je sais ce que j'ai fait, par exemple, en étant jeune directeur adjoint puis directeur d'une ONG internationale. J'ai recruté en tenant compte de toutes les ethnies de Guinée exprès. Bien. C'est ma passion de mettre les Guinéens ensemble. Mais je dis, quand je suis à l'Abbé, je dois respecter la famille Ba, je dois respecter les Kadbianké, je dois respecter le type le moins riche, le moins noble de l'Abbé, je dois le respecter parce qu'il est chez lui. Même si je deviens son maire, même s'il accepte que je sois son maire, plus je le respecte, plus je crois il me laissera devenir tout ce que je veux chez lui. Je pense que Elhadj Sellou et les autres leaders, tous ont ce comportement-là. Il est important que ceux qui les suivent aient le même respect pour toutes les notabilités du pays, où que ce soit, de Sékou Touré à Kassa. C'est extrêmement important qu'en plus de la République, nous respectons nos us et coutumes. Voilà. Monsieur le ministre, merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les grandes gueules. Malheureusement, nous sommes pris par le temps, je suis obligé de rendre l'antenne. Merci à vous à l'international. Dans un instant, sur Espace, vous avez rendez-vous avec Arnaud Bécher. Et sur Espace TV, c'est la rediffusion évidemment de grands rendez-vous d'information avec l'équipe de Moussa, Moïse Silla. Mamoudou Kondé a réalisé l'émission Côté Télé, Mohamed Diaby à la radio, Arnaud Bécher que nous retrouvons évidemment du côté de Paris. Au menu, nouveautés entre autres. Bonjour Arnaud.